toutes et à tous. Toute l'équipe d'Illico Veto est heureuse de vous accueillir ce soir afin de vous présenter un sujet d'actualité, donc le Covid-19 et nos animaux de compagnie. Sans plus attendre, je vais laisser notre vétérinaire, Élodie Losserand, présenter le sujet. Et juste avant qu'elle débute, je vais laisser la parole à Benjamin Braquet, qui sera modérateur de cette conférence. On se retrouve, nous, juste à la fin de cette dernière pour la conclusion. Bonne conférence à tous et vous aurez du temps pour poser des questions après environ une demi-heure. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous ce soir. Donc, nous allons parler d'une question d'actualité et les animaux. Vous savez tous qui a appelé Covid-19. Il est très important de rester chez vous au maximum et de ne sortir que pour des déplacements strictement nécessaires, comme par exemple aller à votre travail, aller faire vos courses, aller à un rendez-vous médical et sortir brièvement prendre l'air et évidemment sortir votre chien. Dans ce contexte, nos animaux de compagnie et surtout les chiens sont confinés avec nous et sont donc moins dépensés. C'est dans ce cadre-là que nous allons voir comment faire face à cela, à ce confinement, et quels sont les éventuels risques associés à ce confinement. Donc tout d'abord, la première chose dont je souhaiterais parler, c'est est-ce que les animaux de compagnie sont vecteurs du Covid-19 ? Ça, c'est une question qui est très récurrente et qui fait peur à beaucoup de propriétaires d'animaux. Donc sans rentrer dans les détails, je voudrais juste vous expliquer brièvement qu'est-ce qu'un coronavirus. Donc les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. Il existe 5 genres de coronavirus, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, comme par exemple les alpha-coronavirus, les bêta-coronavirus, etc. Et de nombreuses espèces de virus parmi ces genres. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations peuvent être bénignes, dont du simple rhume à des maladies plus graves, comme le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, qui a sévi dans le monde en 2003. Donc finalement, il n'existe pas un coronavirus, mais des coronavirus, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour celui qui nous concerne, il y a eu un cas d'infection chez un chien à Hong Kong, mais à ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie tels que les chiens ou les chats peuvent transmettre la Covid-19. La maladie se transmet principalement par les gouttelettes expulsées par les personnes infectées quand elles toussent, éternuent ou parlent. Donc les chiens peuvent être a priori des vecteurs inertes en transportant le virus sur leur pelage, par exemple. C'est pourquoi le confinement les concerne aussi. Il faut donc éviter le contact de vos chiens et de vos chats avec des personnes inconnues et encore plus avec des personnes malades. Ensuite, je voulais revenir aussi sur quelque chose d'important. À quel moment se rendre chez votre vétérinaire dans ce cadre de confinement ? Que vous devez vous déplacer que pour les strictement nécessaires. Donc, tout d'abord, je veux vous dire que chaque déplacement que vous effectuez est un risque pour vous et pour les personnes que vous rencontrez, donc le vétérinaire, les personnes dans la rue et les membres de votre famille lorsque vous revenez chez vous. C'est pourquoi chaque déplacement doit être réfléchi. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de bien réfléchir avant chaque déplacement que vous envisagez de faire chez votre vétérinaire. Il y a quelques petites règles à respecter. Premièrement, est-ce que le déplacement que je vais faire est obligatoire ? Sous-entendu, est-ce que le risque que je prends est inférieur au bénéfice de mon déplacement ? Deuxièmement, quoi qu'il en soit, comme vous pouvez voir sur la diapositive, vous devez appeler votre vétérinaire pour voir avec lui comment organiser le déplacement afin de respecter au maximum les gestes barrières. Donc, ne pas vous déplacer vous-même si vous êtes malade, mais demander à quelqu'un d'autre de se déplacer à votre place et d'emmener votre animal. Évidemment, une seule personne qui accompagne l'animal, pas d'enfants et pas de personnes âgées. Troisièmement, vous expliquez avec exactitude ce qui arrive à votre animal et vous faites confiance au jugement de votre vétérinaire pour vous dire si votre déplacement est nécessaire ou non. J'insiste vraiment sur la relation de confiance que vous devez avoir en votre vétérinaire. Mentir pour absolument vous déplacer n'est premièrement pas correct et en plus, comme dit précédemment, fait prendre un risque inutilement pour tout le monde. Par exemple, si votre chien boite mais continue de manger,
Il est douloureux, certes, ça vous fait mal au cœur, mais il n'est pas mourant. Si vous faites, par exemple, si vous vous faites mal à la cheville au sport, bah, vous n'allez pas forcément aux urgences. Et vous ne prenez pas toujours de médicaments pour soulager votre douleur. Vous prenez sur vous. Bah, pour le chien, c'est pareil. Le signal d'alerte sera par exemple qu'il arrête de manger. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, faites confiance à votre vétérinaire. Alors, s'il vous plaît, sauvez des vies et restez chez vous. Bien, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre de cette conférence, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment occuper son animal durant le confinement? Je vais commencer par parler du chien et notamment comment promener votre chien. Donc, il faut faire des balades courtes. Donc, vous avez sûrement vu aux informations, 1 heure par jour maximum, autour de votre domicile, dans un rayon de 1 km, pour les besoins en laisse. Il faut garder une laisse la plus détendue possible pour pouvoir le laisser quand même renifler et se détendre durant sa balade. Si vous croisez des passants, vous respectez la distance d'au moins 1 mètre entre vous. Et lorsque vous rentrez chez vous, si votre animal a pu être en contact avec une personne malade, ce qui n'est normalement pas le cas puisque les personnes malades ne devraient pas être à l'extérieur, vous pouvez éventuellement lui faire un shampoing. Donc, je vous l'ai dit, ils peuvent être des vecteurs inertes du virus sur leur pelage. Donc, ça peut être une idée de leur faire un shampoing. Donc, ensuite, comment les occuper? Vous pouvez faire des jeux d'intelligence que vous pouvez fabriquer vous-même. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, le Malinois joue avec des bouteilles en plastique où il y a des croquettes dedans et il doit pousser la bouteille en plastique pour la faire retourner et faire tomber les croquettes. Donc ça peut être une activité que vous pouvez créer et donc une manière ludique d'occuper vos chiens et d'occuper aussi votre journée à créer les objets pour vos animaux. Il existe plein d'autres jeux d'intelligence que vous avez peut-être déjà dans vos placards. Vous pouvez faire aussi des jeux de recherche olfactive. Donc, par exemple, fabriquer votre tapis ce qu'on appelle tapis de fouille, qui est sur l'image en bas à gauche. Vous trouverez des vidéos sur Internet sur comment faire votre tapis de fouille. Donc, il s'agit en fait après de mettre des friandises ou des croquettes dans le tapis et que le chien recherche en fait les friandises et les croquettes que vous avez mis. Donc, ça dépense mentalement votre chien. Vous pouvez également cacher des tas de croquettes dans la maison, dans le jardin, pour le forcer à utiliser son nez et donc à se fatiguer mentalement. Si c'est la première fois que vous faites ce type d'activité, il faut y aller petit à petit. Au départ, vous pouvez aider votre chien à trouver les petits tas de croquettes et petit à petit le laisser se débrouiller et petit à petit mettre les tas de croquettes de plus en plus loin, en hauteur, que ce soit de plus en plus dur à trouver sous un pot, etc. Donc ça, c'est des jeux qui sont possibles à faire à n'importe quel âge, évidemment. Ensuite, il faut proposer des activités masticatoires à votre chien. Donc, sur la diapositive, vous pouvez voir l'exemple du Kong. Donc, vous pouvez mettre du kiri, de la pâtée, des croquettes ramollies, tout ce que vous voulez dans le Kong. Vous pouvez même le congeler pour qu'il dure plus longtemps après pour occuper votre chien plus longtemps. Donc voilà, vous pouvez proposer aussi des os en peau de buffle ou alors des jouets en caoutchouc exprès pour faire mastiquer votre chien. Ensuite, je voulais insister sur le fait qu'il fallait favoriser les jeux calmes et qui demandent de la concentration. Ça permet de dépenser votre chien mentalement sans le faire monter en excitation. On évite au maximum tout ce qui est jeu de lancer de balle ou le frisbee, jeu de laser ou autre jeu d'excitation qui va nous faire monter en excitation votre chien et finalement pas vraiment le dépenser plus que ça. Et il faut également favoriser les jeux seuls. Pour ce qui est des jeux en interaction avec vous, vous pouvez par exemple faire des courtes séances d'éducation pour apprendre à votre chien les ordres de base si ce n'est pas déjà fait, ou alors des petits tours que vous pouvez trouver sur Internet. Vous trouverez plein d'idées sur Internet de quels petits tours apprendre à votre chien. Évidemment, il faut toujours rester dans une interaction bienveillante et positive, c'est-à-dire un ordre bien fait, une action bien faite égale une récompense. La récompense peut être alimentaire, orale ou avec un jouet selon ce que préfère votre chien. Vous pouvez également faire du medical training. Donc, le medical training, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à votre chien à être manipulé de partout pour aider en fait à le déstresser au niveau des manipulations faites chez le vétérinaire.
Donc, par exemple, qu'il ait l'habitude qu'on lui touche les oreilles, qu'on lui regarde l'intérieur de la bouche, qu'on lui mette du sérum physiologique dans les yeux. Tout ça, c'est toutes des choses que vous pouvez apprendre à votre chien. Je vous ai mis sur la diapositive le lien Zenovet, qui est fait par une vétérinaire qui vous explique ce qu'est le medical training et qui vous propose quelques petits tutos que vous pouvez mettre en place. Donc évidemment, toujours rester dans une interaction bienveillante et positive. Il faut également, dans votre journée, prévoir des moments de calme et des moments où votre chien peut dormir. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que si vous utilisez des friandises ou alors des croquettes dans tous les jeux que je vous ai dit précédemment, il faudra évidemment réduire ces rations quotidiennes de croquettes pour évidemment pas que votre chien devienne une table basse à la fin du confinement, ce n'est pas le but. Donc faites un petit peu attention à ça. Je voulais juste vous parler un petit peu plus du chiot. Alors, ce n'est pas idéal d'avoir adopté un chiot maintenant, mais bon, on ne pouvait pas savoir. Donc, tout ce que j'ai dit avant, évidemment, est valable pour le chiot. Surtout, j'encourage énormément le medical training. Ce sera très important derrière pour ses futures consultations chez le vétérinaire. Donc ensuite, pour les choses un peu plus spécifiques pour le chiot, au niveau de la propreté, donc vu que vous avez le droit quand même à 1 heure par jour, vous pouvez faire des très courtes sorties très régulières. À chaque fois qu'il mange, à chaque fois qu'il boit, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il se réveille de la sieste, vous le sortez. Vous pouvez évidemment utiliser votre jardin si vous en avez un. À chaque fois que votre chiot fait ses besoins à l'extérieur, vous le récompensez. Donc encore une fois, ça peut être une récompense alimentaire, orale ou par jouet. C'est important aussi la socialisation de votre chiot. Donc, elle n'est pas évidente à faire en période de confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une période sensible chez le chiot jusqu'à 3 mois, jusqu'à l'âge de 3 mois, qui est très importante et durant laquelle il faut montrer un maximum de choses à votre chiot pour qu'il puisse l'intégrer comme des choses normales en fait de son quotidien. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des bandes son par exemple que vous pouvez trouver sur internet, des bruits de voiture, des gens qui parlent, des chiens qui aboient, ce genre de choses. Vous le mettez d'abord à bas bruit et vous jouez avec votre chien en attendant avec le fond en fait de son et au fur et à mesure vous pouvez augmenter le son. Toujours en fait si j'ose dire, détourner l'attention du chiot pendant que vous mettez la bande son pour en fait l'habituer à ces bruits-là. Vous pouvez profiter aussi des petites sorties besoins pour récompenser votre chiot à la vue de voiture, de personnes, de congénères, ce genre de choses. Vous pouvez également lui apprendre à monter et à descendre de la voiture, voilà, même si elle a arrêté sur le parking, ce sont des choses que vous pouvez faire. Je vais conclure cette partie sur le chien en réinsistant sur l'importance du sommeil, de favoriser le calme et pas l'excitation, et que tout ça, c'est vrai pour tous les chiens, quel que soit l'âge. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il en est au niveau de nos amis les chats ? Le confinement, normalement, n'a pas trop d'impact sur nos amis les chats. Donc, je voulais profiter de cette conférence pour vous faire un rappel sur le milieu de vie optimal du chat d'intérieur. Alors pour le chat d'intérieur, il faut créer différents champs d'activité dans son territoire. Premièrement, un champ d'alimentation dans lequel, alors il faut savoir que les différents champs d'activité ne sont pas au même endroit dans le territoire pour le chat. Ça, c'est très important à savoir. Donc pour ce qui est de l'alimentation, il faut qu'il ait de l'eau et de l'alimentation toujours à disposition sur 24 heures, dans un lieu calme. Alors c'est d'autant plus important en ce moment puisqu'il y a plus d'agitation, plus de monde à la maison, donc il faut bien que ces points d'eau et ces points d'alimentation soient dans des endroits. Vous pouvez multiplier les points d'accès à la nourriture, donc utiliser par exemple plusieurs gamelles réparties à différents endroits. Vous pouvez répartir des petits tas de nourriture dans l'appartement ou dans la maison, comme vous le ferez pour le chien. Vous pouvez utiliser aussi des gamelles de différentes formes, donc, par exemple des gamelles anti-boutons, comme vous pouvez voir sur la diapositive, une gamelle un petit peu plus interactive, que vous pouvez trouver en animalerie, ou alors vous pouvez créer vos gamelles un peu interactives avec par exemple une boîte à chaussures et des rouleaux de papier WC et vous mettez les croquettes dedans et le chat doit farfouiller pour trouver les croquettes, ou alors une demi-bouteille d'1 litre que vous coupez en deux, que vous mettez à l'envers, accroché en fait dessous votre plan de travail, ce qui fait que le chat doit monter sur le plan de travail et avec sa patte récupérer les croquettes en fait dans la demi-bouteille. Donc voilà, ça rend l'alimentation plus ludique et en plus de ça, ça permet de faire de l'exercice à votre chat, ce qui n'est pas plus mal pour un chat d'intérieur.
Ensuite, il faut créer un champ d'activité de chasse et de jeu. Donc, il faut proposer plusieurs jeux à votre chat, les renouveler souvent pour éviter qu'il se lasse. Il faut favoriser les jeux de recherche également comme chez le chien, donc de nourriture, de jouets, etc. Ensuite, vous pouvez profiter de ce confinement pour créer de nouveaux jeux pour votre chat. Ça peut être une activité que vous pouvez tout à fait faire avec vos enfants. Donc, par exemple, faire des mobiles en fait avec du papier aluminium et une corde que vous accrochez sous vos chaises. Et donc, le chat, à chaque fois qu'il passe sous la chaise, il va jouer avec la boule de papier aluminium. Donc, ça évitera qu'il griffe vos chaises d'ailleurs et qu'il joue plutôt avec la boule de papier aluminium. Vous pouvez également mettre des plumes ou ce genre de choses sur un ventilateur, faire tourner le ventilateur, ça les chaises adorent. Donc, voilà, ce genre de choses. Je voulais en profiter pour rappeler qu'il ne faut pas jouer avec les mains avec votre chat pour éviter les mordiments non contrôlés. Ça vaut pour les chatons et pour les adultes. Ensuite, il faut créer un champ d'observation. Donc, c'est important pour le chat de proposer des espaces en hauteur, des postes d'observation de l'extérieur. C'est aussi important de proposer au chat de multiples cachettes où il peut se réfugier pour pouvoir être tranquille et où il faut absolument le laisser tranquille. C'est-à-dire que là, c'est surtout en ce moment où il y a plus d'agitation, il y a plus de monde, plus de bruit, etc. Il faut vraiment proposer au chat de multiples cachettes dans l'appartement ou dans la maison pour qu'il puisse s'y réfugier s'il en ressent le besoin et apprendre à vous et à vos enfants de ne pas aller déranger le chat qui est caché à l'endroit où il veut être caché et à ne pas aller le déloger. Ça, c'est très important. Donc, il faut savoir qu'un chat a besoin normalement de 100 mètres carrés de surface de territoire. Alors, évidemment, en comptant les surfaces en hauteur. Donc, par exemple, si vous avez un appartement de 50 mètres carrés, il faudrait normalement 50 mètres carrés de surface en hauteur pour satisfaire son territoire de 100 mètres carrés. Donc, les surfaces en hauteur, ça peut être des coussins dans les étagères, les arbres à chat, ça peut être plein de choses de ce type-là. Ensuite, il faut un champ d'élimination. Donc, il faut savoir que normalement, il faut N plus une litière avec N nombre de chats. Donc, si vous avez un chat, il vous faut 2 litières, 3 chats, 3 litières, etc. Évidemment, il faut qu'elle soit mise dans un lieu tranquille. C'est encore plus vrai en ce moment pour qu'il puisse faire ses besoins sans être dérangé. Et il faut qu'elle soit nettoyée régulièrement. Au niveau il faut proposer aussi des griffoirs. Donc, il faut savoir que le chat fait ses griffes en fait là où il dort. Donc c'est le moment en fait de construire un griffoir au pied de votre canapé pour qu'il arrête de griffer votre canapé. C'est-à-dire que si vous avez mis l'arbre à chat dans la chambre d'amis où le chat ne va jamais, il ne risque pas de faire ses griffes sur l'arbre à chat. Okay, donc il faut vraiment placer ces griffoirs de manière stratégique, observer où votre chat adore se coucher et mettre ces griffoirs à ces endroits-là. Donc ça c'est très important. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un diffuseur Feli-West, un diffuseur de phéromones apaisantes pour aider votre chat à s'habituer à ce changement et à être bien dans son territoire. Donc attention, je rappelle, ne faites pas un déplacement exprès à la pharmacie pour acheter votre diffuseur Feli-West puisqu'il faut faire des déplacements strictement nécessaires. Mais par contre, si vous allez vous déplacer à la pharmacie pour vous, vous pouvez en profiter, par exemple, pour acheter le diffuseur Feli-West pour votre chat. Bien. Et alors, nos NAC, qu'est-ce qu'on fait de nos NAC? C'est comme le chat, le confinement, normalement, ne devrait pas trop avoir d'impact sur eux. Donc, évidemment, ce ne sont pas des peluches, on les respecte aussi. Et on n'en fait pas notre jouet, notre occupation de la journée parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre journée, d'accord? Donc, ils ont droit aussi d'être tranquilles. Vous pouvez profiter du confinement pour, pareil, leur créer plein de petits jouets, plein de petites choses pour qu'ils s'amusent et qu'ils se détendent. Je vous ai mis un lien sur la diapositive que vous pouvez retrouver, puisque la conférence est enregistrée, que vous pouvez retrouver en replay, qui vous donne quel type de jouet pour quel type de NAC. Voilà. Après, vous trouverez plein de choses sur Internet, encore une fois. Je voulais vous mettre en garde également pour nos NAC, de faire attention de ne pas vouloir profiter du confinement pour faire sortir nos lapins ou nos rongeurs dans le jardin pour qu'ils profitent du soleil. C'est une bonne idée, mais en fait pas trop, parce que s'ils ne sont pas habitués à manger de l'herbe et que d'un seul coup ils se mettent à en manger, ils risquent d'avoir des problèmes de transit et ça peut être quelque chose de très grave. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Si vous voulez qu'ils se déplacent librement dans votre appartement ou dans votre maison toute la journée, n'oubliez pas de protéger vos fils et il faut toujours que ce soit sous surveillance.
Bien, maintenant qu'on a vu un petit peu comment occuper nos NAC nos NAC, nos chiens et nos chats pendant le confinement, je voulais vous parler un petit peu des risques qui peuvent survenir en fait liés au confinement. Alors, le premier risque dont je voulais vous parler, c'est celui-là. Je pense qu'on a tous vu passer cette photo sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi je voulais vous en parler. Attention à la surstimulation. Ce n'est pas la peine de passer vos journées à stimuler votre chien. Certes, il a besoin de compenser le fait que vous ne lui faites plus qu'une heure de balade par jour plutôt que 2 ou 3 heures que vous aviez l'habitude habituellement peut-être. Mais ce n'est pas la peine de lui proposer 14 heures d'activité sur 24. Okay, donc ça, c'est très important. Donc, privilégiez plutôt les jeux seuls et laissez-le s'ennuyer aussi parce que quand vous n'êtes pas là parce que vous êtes au travail, il s'ennuie. Donc, il faut le laisser s'ennuyer un petit peu même si vous êtes là. Laissez-le dormir aussi, ça c'est très important. Essayez de garder au maximum un rythme de journée quasiment normal. Ça, c'est vrai pour les enfants aussi, de garder un rythme normal, mais c'est vrai aussi pour nos animaux. Donc, si vous pouvez, avec vos habitudes. C'est-à-dire que si votre chien, vous avez l'habitude avant le confinement de le promener, de le sortir que dans le jardin, et que vous ne comptez pas, après le confinement, commencer à le sortir en balade, c'est pas la peine de se mettre à commencer à le promener là pendant le confinement. Par contre, si évidemment vous voulez, après le confinement, continuer à le balader, très bien. Mais ça, voilà, restez sur vos habitudes. Si vous avez l'habitude de faire 3 balades par jour, alors certes plus conséquentes que là, mais essayez de garder vos balades 3 fois par jour, plus courtes, mais au moins essayez de les garder quand même pour rentrer dans les 1 heure maximum par jour. Comme ça, vos chiens ne sont pas trop perdus quant à vos habitudes. Ensuite, je voulais vous mettre en garde sur le fait qu'il ne faut pas céder à toutes les demandes d'attention de votre chien. Ignorez-le s'il vous sollicite trop ou s'il est trop excité. C'est à vous d'être à l'initiative des contacts. C'est-à-dire que laissez-le se poser, récompensez le calme oralement, simplement, ou alors en faisant tomber une petite friandise quand vous passez à côté de lui et qu'il est couché sur son panier. Et appelez-le quand vous souhaitez interagir avec lui, soit que ce soit pour une séance de jeu ou une séance de câlin. Donc ça, c'est très important que ce soit vous qui soyez à l'initiative des contacts. Le risque d'être toute la journée avec lui, et dont je voulais vous parler, c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'au retour à la levée du confinement et donc au retour des absences pour le travail, etc., alors ça va dépendre des chiens, mais selon les chiens, vous risquez d'avoir des problèmes en l'absence. Donc des problèmes de destruction, de vocalises, de malpropreté, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important, là, à l'heure actuelle, en moment de confinement, de ne pas être toute la journée avec son chien. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'il soit systématiquement collé à vous. Donc, laissez-le mâcher un os tout seul, tranquillement, de son côté, dans le jardin, porte fermée, et que vous faites vos activités dans votre coin. Voilà, qu'il ne soit pas toujours collé à vous, qu'il ne vous suive pas dans toutes les pièces de la maison ou de l'appartement. S'il le fait, envoyez-le à sa place. Ça, c'est très important. Et selon les chiens, il faudra peut-être malheureusement rapprendre de nouveau la solitude après la levée du confinement. Si c'est possible de ne pas passer à je suis 24 heures sur 24 avec le chien, à je suis absent 10 heures par jour, c'est mieux. Si ce n'est pas possible, il faudra vous habituer, vous adapter au cas par cas. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre risque lié au confinement. C'est celui-là, le risque de morsure. Puisque vous allez être tout le temps avec votre chien, les enfants seront à la maison, ils seront trop contents de ne pas avoir école et ils voudront peut-être jouer avec le chien. Donc attention, il faut toujours laisser la possibilité à votre chien de se reposer dans un endroit tranquille sans qu'il soit embêté et sans qu'il soit embêté par les enfants. Qu'il ait la possibilité de se soustraire ou de s'isoler s'il y a trop de bruit, s'il veut être tranquille. Voilà, c'est très important. Et il faut aussi apprendre à lire les signaux que vous dit votre chien pour vous dire que là, il n'a pas envie, il n'est pas à l'aise de la situation, etc., qui du coup sont en prévention d'une morsure. Donc par exemple, vous pouvez voir sur la diapositive si le corps du chien est tendu, s'il est raide, immobile, s'il détourne la tête, il détourne le corps. Ça veut dire je ne suis pas à l'aise. Okay, donc ça peut être c'est un signe en fait de stress qu'il n'est pas à l'aise et donc il faut le laisser tranquille. À ce moment-là, il est en train de vous dire laisse-moi tranquille. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi savoir quels sont les comportements qui sont inappropriés et les apprendre à vos enfants. Donc on ne tire pas la queue d'un chien, on ne tire pas les oreilles d'un chien, on ne monte pas sur un chien, ce n'est pas un cheval, on ne va pas en courant, en secouant des bras vers un chien. Voilà, ça ce sont tous les comportements qu'il faut éviter d'avoir et qu'il faut éviter de faire en prévention d'une
potentielle morsure. Ensuite, quels sont les signes de stress qui sont faciles à détecter chez votre chien? Et vous pouvez vous amuser avec vos enfants d'essayer de les détecter justement. Ça peut être très ludique et un apprentissage pour vos enfants. Donc par exemple, un chien qui bâille. Si vous êtes en train de caresser votre chien qui se met à bâiller, il est clairement en train de vous dire « j'ai pas envie ». Ou alors s'il se lèche les babines. Ou alors s'il détourne la tête et vous regarde en coin. Là, il est en train de vous dire non, en fait, j'ai pas envie du tout. Donc toujours respecter ça, respecter le fait que s'il s'éloigne, c'est qu'il n'a pas envie, donc on ne lui court pas derrière, on le laisse tranquille. Voilà, il a le droit en fait de ne pas avoir envie. Et donc ça, c'est très important pour éviter les morsures. Un autre signe avant-coureur de morsure, si j'ose dire, c'est le grognement. Okay, un chien qui grogne, c'est un chien qui prévient. D'accord? Donc, normalement, il aura fait tous les signaux dont je vous ai parlé avant de grogner. Donc, apprenez à lire les signaux, comme ça vous évitera que votre chien grogne. Je vous ai mis une autre diapositive qui vous réexplique tous ces signaux que vous pouvez voir. Vous pourrez donc retrouver la diapositive en regardant le replay de la conférence. Et ensuite, concernant nos amis les chats, il faut savoir que les chats sont assez sensibles au changement d'environnement et donc c'est toujours encore une fois individu dépendant, mais c'est vrai qu'ils sont assez sensibles. Et donc là, il y a quand même des gros changements dans leur environnement. Il y a plus de personnes, plus de bruit, les personnes elles sont présentes plus longtemps, etc. Donc ça peut les affecter. C'est pour ça que je voulais vous parler quelles pouvaient être les modifications comportementales en faveur d'une anxiété chez votre chat. Donc le chat peut être plus inhibé, il se cache, il fuit le contact, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de lui proposer des cachettes pour qu'il puisse aller s'isoler s'il en ressent le besoin. S'il ne peut pas fuir, il peut se montrer agressif. Attention. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il ne faut absolument pas punir un chat. Un chat n'est pas un chien. Et si vous punissez votre chat, vous risquez d'augmenter sa frustration et ça peut aggraver les situations d'agressivité. Donc attention à ça. Il peut y avoir des anomalies du comportement éliminatoire, donc de la malpropreté, du marquage urinaire. Donc ça, c'est un animal qui typiquement n'arrive plus à correctement définir son territoire. Il peut y avoir une exacerbation du comportement de griffade. Donc ça, c'est un chat qui fait ses griffes plus fréquemment ou alors à des endroits inhabituels. Il peut également avoir des vocalises. Il peut avoir des séquences de jeu anormales. Donc, c'est un chat qui se met à attaquer sa queue comme une vraie proie, par exemple. Alors, attention, s'il le fait une fois toutes les 3 semaines, c'est pas forcément anormal. Par contre, s'il le fait comme un toc tous les jours, plusieurs fois par jour, etc., là, ça devient anormal. Il peut avoir également des anomalies de toilettage. Donc, par exemple, un toilettage exacerbé qui peut créer des lésions dermatologiques, comme une perte de poils ou une rougeur de la peau, ou au contraire, un arrêt du toilettage. Donc tout ça, ce sont des signes d'anxiété chez votre chat. Et pour prévenir tout ça, tout ce que je vous ai dit avant pour optimiser son territoire est valable. Et le diffuseur de phéromones apaisantes, donc le Feliway, est bien indiqué dans ce cas-là pour aider le chat à retrouver ses marques et à redéfinir son territoire. Si vous voyez l'apparition de l'un de ces signes ou plusieurs de ces signes. Je voulais terminer cette conférence sur que faire de mes animaux en cas d'hospitalisation. Je pense que le maître mot, c'est anticiper. C'est-à-dire voir dans votre entourage quel pourrait être le proche, le voisin qui pourrait s'occuper de vos animaux en cas d'hospitalisation. Il y a normalement un système de fourrière dans votre commune qui peut venir chercher vos animaux pour les placer en chenil le temps de votre hospitalisation. Donc à vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir si c'est le cas et comment ça se passe. Et d'après l'article mis en ligne par 30 millions d'amis sur le sujet, que vous pouvez retrouver dans ma bibliographie à la fin du PowerPoint, les services de garde payants qui existent, a priori, restent ouverts pour des cas exceptionnels comme une hospitalisation ou la garde des animaux de soignants. Donc renseignez-vous autour de vous, de savoir qu'est-ce que vous pourriez faire si jamais vous êtes hospitalisé. En conclusion, le confinement est contraignant pour tout le monde, mais c'est un mal nécessaire pour limiter la propagation du virus. Nos chiens sont clairement les plus impactés par ce cadre exceptionnel. Il faut savoir garder un rythme à peu près normal, leur proposer des activités mentales qui remplacent les heures de balade, mais attention, sans les surstimuler. Il faut toujours rester dans un respect mutuel. Et je finirai cette conférence par vous dire « Prenez soin de vous et de vos proches » et pour cela, restez chez vous. Merci de votre attention.
Merci Elodie. Alors j'ai retrouvé le micro, hein, désolé pour tout à l'heure. Pierre m'avait lancé, mais j'avais pas le micro qui fonctionnait. Donc merci Elodie pour cette intervention. On va passer à la phase de questions. Donc je voulais vous parler du chat au tout début, j'ai pas pu, mais pour certains vous y êtes déjà allés. Pour poser des questions, donc n'hésitez pas, on va les faire un peu dans l'ordre. J'en ai déjà noté quelques-unes et on les prendra au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, on avait eu des questions par email qui nous étaient arrivées avant la conférence. Donc, on va commencer par ces questions-là. D'abord, une question de Nathalie. Bonjour, j'habite dans une petite résidence et notre chat d'1 an sort jouer dehors autour de la maison, par exemple dans les buissons ou les arbres. Il ne va pas loin et ne va pas chez des voisins. Puis-je continuer à le laisser sortir à sa guise? Peut-il continuer à dormir avec nous ou y a-t-il un risque pour ma famille? En vous remerciant. Donc, c'est Nathalie qui pose cette question-là. Alors, pour répondre à cette question, c'est pas évident. Donc, comme je vous l'ai dit dans la conférence, les chiens et les chats peuvent être vecteurs inertes c'est-à-dire que si votre chat est caressé par une personne malade qui a du virus sur les mains, peut éventuellement transmettre le virus sur le pelage de votre chat et qui après peut vous transmettre à vous si vous caressez votre chat. Cependant, il n'y a aucune preuve et il n'y a pas d'études à ce jour assez poussées qui peuvent définir le nombre, dans quelle mesure on peut être infecté par ce biais-là, dans le sens où la présence du virus ne veut pas dire forcément qu'il y aura infection, parce qu'il faut un certain nombre de virus en fait pour que vous puissiez être infecté. Et donc on ne sait pas vraiment en fait combien de particules virales il y aura sur le pelage de votre chien et combien en le caressant vous allez en récupérer sur vos mains. Donc c'est pour ça que on peut dire que le risque existe, mais qui a priori est assez faible. Il existe de la même manière que vous l'avez en fait en touchant les poignées de porte, en touchant le bouton d'ascenseur, etc. Donc c'est pour ça que les gestes barrières dans ce cas-là sont très importants. C'est-à-dire lorsque vous caressez votre chat, ne pas mettre vos mains à la bouche derrière sans vous être lavé les mains, voilà, ce genre de choses. Après, si vous êtes très stressé vis-à-vis de ça, vous pouvez éventuellement shampouiner votre chat. Alors ici, des shampoings secs qui sont quand même un peu plus sympas que les shampoings dans le bain pour les chats. Voilà, et donc si vraiment vous êtes très stressé, vous pouvez éviter qu'il dorme avec vous ou ne plus le laisser sortir en essayant d'optimiser son environnement intérieur, du coup, grâce aux conseils que je vous ai donnés dans la conférence. Ok. Alors, deuxième question, une question de Stéphanie, pareil, qui nous est arrivée par email et après on passera à vos questions en chat. Bonjour, comment dois-je faire si une personne malade vient me déposer son chat chez moi? Combien de temps le Covid reste sur les poils du chat? Merci pour vos réponses. Du coup, c'est la même réponse. On en sait rien tu du l'as tout. abordé, oui. Voilà, on n'en sait rien du tout. Pour la caisse de transport, donc je reprends juste mes petites notes. Pour la caisse de transport, donc il y a eu une étude allemande qui est sortie là en février 2020, qui fait un résumé des connaissances qu'on a sur les coronavirus déjà existants, parce que pour le moment, le coronavirus actuel est encore trop récent pour qu'on ait assez de données. Mais par contre, a priori, il se comportent comme les autres coronavirus. Donc, ils ont fait un résumé en fait des connaissances qu'on avait sur les autres. Et a priori, sur le plastique, ça pouvait rester jusqu'à 5 jours à température ambiante. Et voilà, jusqu'à 5 jours température ambiante ou 48 heures. Enfin, en fait, on ne sait pas vraiment. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de transport avec la lampe qui expliquait qu'il faut une solution à 0,1% ou à 0,55% de javel. Donc pour cela, pour avoir une solution à 0,1%, il faut prendre les bidons d'eau de javel 2,6% que vous mettez 100 ml de javel avec 1,9 litre d'eau froide
Et donc ça vous fait un bidon de 2 litres avec une solution à 0,1% que vous pouvez utiliser immédiatement. Et vous laissez poser. Alors, dans les études, ils disent un temps de 1 minute suffit. Par principe de précaution, on parle de 10 minutes. Donc, vous laissez poser 10 minutes et ensuite rincer. Voilà, donc ce seraient les conseils que je vous donnerais pour la boîte de transport. Pour le chat, j'ai déjà répondu. Ouais, ok. Alors, question numéro 3, j'ai pas l'identité, c'est arrivé par mail aussi. Ma peur, c'est qu'il y ait mutation et que je le transmette à mon chat. Alors ça, c'est un peu de la prospective, mais Alors, effectivement, les mutations, alors les coronavirus sont des virus qui ont la faculté de muter assez facilement. Mais par contre, pour pouvoir passer d'une espèce à une autre, donc de l'homme au chat, par exemple, c'est assez difficile. Il faut que le virus passe plusieurs obstacles et différentes mutations pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est difficile de vous expliquer sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, c'est quand même quelque chose. Le risque existe, mais pour le moment, à l'heure actuelle, sur les précédentes épidémies liées à des coronavirus, il n'y a pas eu de cas de transmission de l'homme à nos animaux de compagnie du fait d'une mutation génétique du virus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas avec celui-là actuel, mais si on se fie à ce qui s'est passé dans le passé, a priori, le risque est assez faible. ok. Alors, il y a pas mal de questions. On va essayer de faire des questions courtes et tu réponds du mieux possible. Alors, il y a la question de Bob ou BOB, je ne sais pas trop. Pour les chats, il existe un coronavirus FIPI, je crois, si je lis bien, qui est à l'origine de la PIF. Comment expliquer au commun des mortels que cela n'a rien à voir avec le Covid-19, à part dire que ce sont 2 coronavirus différents? Et Bob voulait aussi, en même temps, j'en profite, revenir sur ne pas utiliser ses mains quand on joue avec son chat. Donc, il y avait deux sujets en un, finalement. Alors, effectivement, le virus de la PIF est un alpha-coronavirus, donc fait partie du genre alpha-coronavirus, tandis que le coronavirus actuel fait partie du genre des bêta-coronavirus. Donc, effectivement, c'est pas du tout le même, le même virus, en fait, tout simplement. Voilà, il en existe plein, et alors, je ne sais pas si je peux faire un partage d'écran. Alors, je vais voir Tu si je peux peux, faire hein, un partage effectivement. d'écran. Je vais vous montrer en fait. Parce que ces 2 coronavirus qui peuvent avoir des conséquences différentes sur les animaux ou pas En spécialement? fait, c'est simplement 2 virus différents, totalement différents. D'accord, Donc, il n'y a pas de sens en fait enfin, c'est pas le même en fait, donc tout oui, simplement. Donc, je peux d'accord. pas vous montrer, mais en fait, j'avais une image qui vous montrait qu'effectivement, c'était pas du tout le même virus. Donc voilà, finalement, c'est pas le même virus, donc c'est pas du tout la même maladie. La PIF, c'est vraiment une maladie qu'on connaît, j'ai envie de dire assez bien parce qu'elle est assez régulière en clientèle, mais assez mal parce que l'étiologie de la PIF est assez mal connue. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on rencontre en médecine vétérinaire et, euh, et qu'on peut gérer comme on peut. Mais voilà, c'est 2 virus différents. Et l'autre Ok. question, c'était par rapport au chat, c'est ça? Ouais, en fait, à un moment, tu as parlé de ne pas utiliser ses mains quand on joue Oui. avec son chat. Il souhaitait que tu reviennes dessus sans préciser comment, mais pour revenir dessus, en fait. Mais alors tout simplement, c'est surtout, en fait, il ne faut pas jouer avec ses mains pour éviter les agressions. Parce que c'est valable chez le chien aussi d'ailleurs, hein. On évite de jouer avec ses mains pour éviter d'apprendre à son chiot ou à son chaton que quand les mains passent dans le champ de vision, on peut mordre, on peut mordiller. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de jouer avec les mains, mais plutôt jouer toujours avec l'intermédiaire d'un jouet. Parce que sinon, en fait, les chiens ou les chats font l'association main égale jouet. Et du coup, à chaque fois que la main passe dans le champ de vision, ils l'attaquent, mais parce que c'est un jeu pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de jouer avec les mains. Ok. Alors après, il y a 2 questions d'une autre Élodie qu'elle a posées l'une derrière l'autre. La première, est-il nécessaire d'avoir 2 litières pour un seul chat? Car je n'ai toujours utilisé qu'une litière et ça lui convient bien.
De plus, elle est cachée derrière un paravent, comme ça le chat ne se sent pas observé. Donc, on est un peu plus éloigné du Covid, mais je pense que c'est une question pratique pour elle. Alors, en Donc, on fait, va déjà celle-ci. le nombre n+1 de litière, c'est le nombre optimal. Donc, c'est vrai que si votre chat elle a toujours une litière et que ça s'est toujours bien passé, bon, bah, tant mieux pour vous et très bien. En plus, le paravent, très bien. Mais voilà, effectivement, dans les troubles de comportement du chat qui impliquent des problèmes d'élimination, on conseille souvent bah, voilà, de respecter ce n+1 parce que ça permet souvent de solutionner les problèmes de malpropreté. Donc c'est pour ça que je le précisais dans la conférence, puisque vu que la malpropreté peut être un signe d'anxiété chez votre chat et qu'il peut avoir éventuellement de l'anxiété là liée au confinement, bah c'est pour ça que je vous en parlais, parce que si jamais vous avez de la malpropreté qui apparaît et que vous avez qu'une litière pour votre chat, vous pouvez éventuellement ajouter une deuxième litière pour voir si vous solutionnez les problèmes de malpropreté. D'accord, c'est clair. Et la question 2, en fait, elle l'a posée juste avant que tu l'évoques, donc je pense que tu y as répondu, mais je te la cite quand même. Si par exemple une personne vit seule et qu'elle doit se faire hospitaliser à cause du Covid-19, qui prendra soin de son animal? Des procédures ont-elles été mises en place, entre parenthèses refuge SPA, et si oui, est-ce payant? Alors moi j'avoue que je me suis pas trop renseignée sur la question, et en plus c'est sûrement commune dépendant Hmm. et lieu dépendant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en fait voir autour de vous parce que normalement les communes sont censées avoir un fonctionnement de fourrière. C'est normalement obligatoire parce que, du coup là je fais une petite parenthèse, si vous trouvez normalement un animal errant sur la voie publique, nous, vétérinaires, on n'a pas le droit de faire fourrière. C'est-à-dire que théoriquement, on n'a pas le droit de les garder chez nous. Et normalement, vous devez directement appeler le service de la mairie, qui ont normalement un service de fourrière. Donc, comme c'est censé exister sur toutes les communes, j'imagine qu'ils ont dû mettre des choses en place dans le cadre du Covid-19. Mais ça, il faut vous renseigner auprès de votre commune. Ok, alors on passe à une question de Dalia. Bonjour, j'ai récupéré le lapin de l'école et le cochon d'Inde et j'ai dû mettre les deux ensemble dans la même cage. Je ne sais pas si j'ai bien fait et j'aimerais savoir s'il est possible de laisser courir le lapin sur le balcon, sachant qu'il fait frais dehors et qu'à l'école il a l'habitude d'être libre dans la classe. Alors, le lapin et le cochon d'Inde en même temps, bah, j'ai envie de vous dire, normalement, c'est pas trop une bonne idée. Surtout pour des problèmes d'espace, de place dans la cage. Alors après, je sais pas trop la Ça grosseur dépend de de votre cage, la taille, ouais. mais voilà. Après, si ça se passe bien, bah, tant mieux. Et pour ce qui est de la sortie du lapin sur le balcon alors qu'il fait froid, je, c'est un peu délicat dans le sens où les lapins sont assez sensibles aux rhinites et donc aux problèmes respiratoires liés à éventuellement un coup de vent. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mettre la cage du lapin dans les courants d'air, ce genre de choses. Donc le mettre sur le balcon, c'est un peu qui tout double. Vaut mieux le mettre dans une pièce dans votre maison qui est sécurisée, donc pas de fil, etc. et sous surveillance qui vous ronge rien. Mais vaut mieux peut-être ça que le balcon. Ok. Question de Maïwen. J'aimerais revenir sur le fait de privilégier des jeux calmes pour nos chiens et notamment sur pas de balle, pas de frisbee. J'ai un border collie très actif, très clairement, sans une séance de frisbee ou de balle sportive intensive. Le privé aurait un effet négatif. Ah, c'est une question. Le privé aurait un effet négatif. Je ne sais jamais courir dans le jardin, en revanche, mais quand on est dans les Alors, champs, le qui court dans le champ, etc., ça ne me pose pas de problème du tout. En fait, le problème est qu'ils sont plus qu'obsédés par ça. Donc, au lieu de profiter de leur balade pour renifler, pour voilà, être tranquille et prendre le temps de leur balade, et ben, ils sont sur les nerfs, surexcités et au pied de leur propriétaire à les regarder avec les yeux ronds comme ça, lance-moi la balle, lance-moi la balle. Donc c'est plutôt dans
mobile sur les objets. Maintenant, il faut le faire progressif, quoi. Là, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter le jeu de frisbee, bah, vous passez pas de 2 heures frisbee par jour à 0, mais vous diminuez progressivement en le remplaçant par une autre activité. Vous pouvez, par exemple, lui cacher son frisbee derrière des arbres, etc., dans la forêt, elle faire chercher son frisbee. Ça, c'est des jeux d'activité mentale qui nécessitent du calme parce que du coup, il faut qu'il soit concentré pour retrouver son frisbee. Donc, Une cour ouverte peut-elle remplacer les sorties à l'extérieur? Car j'habite dans un endroit touristique de Paris et les gens continuent de sortir malheureusement autour de chez moi. Merci d'avance. alors, oui, j'aurais tendance à C'est dire mieux que oui. rien. Déjà, la question, c'est si c'est un chiot ou si c'est un chiot ou un chien, ça change un Oui. petit peu, mais sinon, j'aurais tendance à dire oui si ça ne vous dérange pas qu'il fasse ses besoins sur Oui, votre on n'a courette. pas l'information Voilà. sur l'âge du chien, La enfin, ou de seule, l'animal même. On ne sait pas quel animal c'est. Ouais. La seule limite, c'est ça. C'est si ça vous dérange pas qu'il fasse ses besoins sur votre courette. Si ça vous dérange pas et que vous nettoyez régulièrement votre courette, moi je vois pas d'inconvénient là pendant le confinement. Ok. Il y a 2 questions de Brigitte et Jeff. La première, bonjour, je n'ai pas tout vu de la conférence, désolé, c'est dommage. Comment laver les pattes des chiens quand ils rentrent de la balade car ils dorment dans notre lit? Merci. On n'est pas vraiment sur le sujet Covid, mais on va en profiter quand même. Bah, dans la douche. Je ne sais pas trop quoi répondre à votre question. Pour laver les pattes du chien, moi je sais que je les sèche juste parce que les chiens souvent sont assez auto-nettoyants. Donc je les sèche juste avec une serviette. Après, si c'est vraiment gênant pour vous, vous pouvez utiliser un shampoing pour chien et leur nettoyer les pattes dans la baignoire ou dans la douche. Voilà. Ouais, ok. Alors Samy répondait que oui, il nettoie les saletés. Il appelle comme ça, donc ça ne le dérange pas de le faire sur sa cour. Deuxième question de Brigitte et Jeff. Est-ce que des lingettes pour animaux sont suffisantes pour nettoyer les pattes du chien? Finalement, elle était liée. Pour nettoyer les pattes du chien en rentrant de la balade, ou faut-il laver les pattes dans la douche? Doit-on passer une lingette sur le corps aussi? Merci. Très honnêtement, les chiens, c'est assez auto-nettoyant. Donc, si c'est juste une question de propreté dans votre appartement, vous pouvez le sécher pour éviter qu'il vous mette des traces de boue partout. Mais sinon, après, ils s'auto-nettoient très bien. Donc, c'est pas forcément la peine de les shampooiner tous les jours, quoi. Samy dit que c'est un Shiba de 6 mois. Il précisait aussi dans le chat. Ok. Alors, pour Samy, pour la courette, vous pouvez évidemment faire la courette. Après, essayez quand même de faire une sortie aux heures où vous estimez qu'il y a le moins de monde possible pour quand même qu'il puisse se dépenser un peu à l'extérieur. D'accord. Alors, on avait Bob aussi qui posait 2 questions. La première, c'était par rapport aux mains et aux jeux. Il explique qu'il joue très régulièrement avec ces 2 animaux qui ne sortent jamais les griffes et peuvent mordiller, mais vraiment légèrement. Est-ce qu'il doit quand même arrêter? Ils sortent jamais les griffes et peuvent mordiller, mais vraiment légèrement. Moi, j'aurais tendance à dire oui parce que là, pour le moment, je ne sais pas si vous avez prévu d'avoir des enfants, mais je pense toujours un petit peu à l'avenir. Et si éventuellement vous avez prévu d'avoir des enfants et qui fait ça sur vos enfants, ça ne fera pas la même douleur que sur vos mains à vous. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'en prévention, on évite ça et aussi éviter qu'il le fasse sur les gens qui viennent chez Oui, vous. c'est de l'éducation en fait. Oui, exactement, c'est de l'éducation. Hein. Et pour aussi apprendre au chat, alors certes, du coup, s'il ne met pas les griffes et qu'il mordit doucement, c'est qu'a priori, il se contrôle plutôt bien. Oui. Mais si ça dégénère, ou alors si c'est sur des personnes qui n'ont pas envie, voilà, c'est plutôt sur le fait aussi que sinon, dès qu'il y a une main qui va passer dans le champ de vision, c'est main égale jouet égale je mords. Alors certes, je mords pas fort, mais ça peut être désagréable. S'il y a une personne qui s'assoit, une personne qui vient chez vous, qui s'assoit sur le canapé à côté du chien, côté du chat, pardon, qui pose la main devant le chat et que le chat l'attaque la main parce qu'il prend ça pour un jouet, c'est assez désagréable. Donc c'est plutôt dans le sens-là. Et donc Bob avait une deuxième question par rapport à la superficie dont tu parlais. Si pour un chat le territoire est de 100 mètres carrés, est-ce que pour 2 chats il faut 200 mètres carrés? Théoriquement oui.
Après, il peut avoir des champs d'activité qui s'entrechoquent, enfin qui soient les mêmes, donc ça diminue un petit peu le territoire. Mais normalement, il faut que les chats, pour qu'ils s'entendent bien et pour pas qu'il y ait d'agressivité entre les deux chats, il faudrait effectivement que chaque chat ait son territoire bien défini. Après, il y a des chats qui s'entendent très bien, même dans un territoire plus restreint, mais c'est pas rare de voir des problèmes entre chats du fait d'un milieu trop restreint. D'accord. Alors, il y a Brigitte et Jeff qui ont une autre question et qui est liée à leur première question, tu sais, sur le nettoyage des pattes. Oui, oui. Donc Brigitte et Jeff, en fait, beaucoup de personnes ont peur sur les réseaux que leur chien marche sur des crachats ou des postillons, donc sous-entendu Oui, par potentiellement rapport infectés. oui. Certains ont même nettoyé avec du gel hydroalcoolique et un vétérinaire a lancé une alerte suite à ça. Donc c'est pour cela qu'elle pose la question. Et un peu plus haut, elle met une amie m'a dit que son vétérinaire propose de la biseptine. C'est au cas où ils aient marché dans un crachat. Donc est-ce que biseptine et gel hydroalcoolique, moi je le comprends comme ça, est-ce que on peut en mettre sur des pattes d'animaux est-ce que ça protège éventuellement du coronavirus? Alors, la biseptine, on va dire que chez les animaux de compagnie, on utilise plutôt deux désinfectants, la biseptine ou la bétadine. C'est bétadine diluée. C'est les deux désinfectants qu'on peut utiliser chez nos amis à quatre pattes sans que ce soit trop agressif sur les tissus. En fait, le problème du gel hydroalcoolique et donc de l'alcool en fait qui est dedans, c'est que c'est trop agressif pour les tissus et ça peut faire plus de dégâts que de bien. Donc la biseptine, pourquoi pas. Après, encore une fois, on n'a pas assez de recul et pas assez d'études pour savoir quel est le risque réel d'être infecté soi-même parce que son chien a du crachat sous les pattes et aussi quel est l'impact de la biseptine ou de la bétadine sur la diminution de la charge virale présente sur les pattes. Donc pourquoi pas. Moi, je pense plus qu'il faut insister sur les gestes barrières de soi-même, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que de la même manière que quand vous rentrez chez vous et que vous avez touché le bouton de l'ascenseur, etc., vous ne vous grattez pas le nez ou vous ne mettez pas les mains à la bouche ou aux yeux tant que vous n'êtes pas lavé les mains. Il faut vous laver les mains régulièrement dans la journée. Là, il préconisait à la télé, il me semble, une fois par heure. Donc voilà, vous vous lavez régulièrement les mains. Vous pouvez mettre du gel hydroalcoolique aussi sur vos mains. Vous évitez que votre chien vous lèche le visage, ou alors s'il vous lèche les mains, vous vous lavez les mains derrière avant de vous toucher le visage. Voilà, tout ce genre de choses qui peuvent limiter. Je pense qu'on pourra avoir plus d'effet en faisant les gestes barrières sur nous qu'en agissant plus sur les animaux, à part éventuellement le shampoing si c'est sûr qu'il a été caressé par une personne malade, quoi. Et c'est pour ça que si vous êtes malade, si vous avez un animal de compagnie et que par exemple votre conjoint est malade, il faut qu'il soit séparé de vous, mais aussi de votre chien. Il y a des dépistages pour les animaux je pose une question moi-même. Est-ce que... Alors, il n'y a déjà pas assez de dépistage pour les humains, donc non. Oui. Mais par contre, sur le chien de Hong Kong, en fait, ce qui avait été fait, c'est qu'ils ont prélevé de la salive et aussi des prélèvements nasaux, pour faire ce qu'on appelle une PCR et pour rechercher en fait des petits bouts de virus dans la bouche du chien et dans le nez du chien. Et ils ont retrouvé effectivement des bouts de virus, du virus dans le nez et dans la bouche du chien. Et du coup, sans preuve qu'il y avait une infection active dans le chien. C'est pour ça qu'on dit que pour le moment, il n'y a pas de preuve d'infestation chez le chien ou chez le chat. Et donc, c'est pour ça que s'il en a dans la bouche, potentiellement, s'il fait un bisou à sa propriétaire ou à son propriétaire, il peut transmettre comme ça. Encore une fois, on ne sait pas si la charge virale qui est à l'intérieur de la bouche est suffisamment importante pour infecter sa propriétaire. On ne sait pas si le bisou va transmettre suffisamment de particules virales, etc. etc. Donc, voilà. Et donc, dans le doute, comme tu dis, se protéger. Dans le doute, se protéger en faisant animaux. les gestes barrières nous-mêmes, en séparant les animaux des personnes malades, en évitant tout contact avec personnes malades, du coup de votre chien et vous aussi d'ailleurs. Et voilà, les gestes barrières, éventuellement un shampoing de temps en temps, mais voilà, c'est pas la peine de faire un shampoing tous les jours pour votre chien, ce genre de choses, quoi.
D'accord. Juste, Donc, Benjamin, encore une question et puis après, on passera à ouais, la bah, ça y est, conclusion. c'était fini en fait, à moins J'ai que vous en ayez j'ai vu encore un encore une des. dernière question, je crois, concernant tu sais, les mètres Ah, carrés. les Je ne sais pas si on y a diffuseurs. répondu, non? Non, On y a ça y est, on Oui, répondu. en a les carrés, parlé. on a répondu, mais le diffuseur, là, je vois que Bob a Ah posé oui, la le Ouais, diffuseur, voilà, le oui. diffuseur. Le Le diffuseur Feliway. Feliway, en fait, c'est comme une prise anti-moustique. Ça se Ou met de le la même mètre, manière. oui, c'est ça. Et il me semble que les diffuseurs font pour 40 mètres carrés et qui passent pas très bien les portes. Donc, mettez plutôt dans la pièce principale où le chat va. C'est pareil, encore une fois, mettez pas le diffuseur Feliway dans la chambre d'amis où le chat ne va jamais. Mettez plutôt dans la pièce principale de vie du chat Ça où il peut être a dans sa la pièce nourriture. où il dort. Ça peut être dans la pièce où il dort, par exemple. Ça peut être Alors, on peut mettre par exemple un diffuseur Feliway dans le salon, donc dans la pièce de vie pour aider, parce que souvent salon, cuisine, tout ça. Et après, on peut aussi mettre un autre diffuseur, par exemple, dans la pièce où il dort, s'il dort à l'étage, par exemple, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc, je mentionne juste Brigitte et Jeff qui avaient remis un message. Merci pour la réponse. Ils proposent de diffuser sur les réseaux l'information sur le gel ou sur la biseptine. Parce qu'apparemment, d'après eux, il se dit beaucoup de choses. Donc, nous, ça, effectivement, c'est un sujet qu'on pourrait aborder aussi plus tard sur les conseils de nettoyage pendant le confinement. C'est partie des réflexions qu'on a en ce moment. Donc, on va en parler. Pas d'autres questions, encore peut-être une avant qu'on se quitte. S'il n'y en a pas d'autres, on va se quitter là. Merci Bob, en tout cas, vous avez été très Ouais, actif, très c'était actif. super, c'était très très bien. Globalement, Peut-être, on a eu des personnes assez actives, hein. Élodie, si tu peux Oui. afficher ta biblio, je ne sais pas quand tu avais prévu de le faire. Ouais, on t'a même pas présenté. Ouais, il y a ta biblio. Ouais. On est. Je sais pas pourquoi il y a des traits rouges là, je sais pas ce Oui, que je c'est. sais pas, c'est peut-être avec la souris. C'est avec la souris, ça. Ouais. Alors, Donc en tout cas, si vous voulez trouver des informations, comment dire, réelles et qui ne sont pas Doctissimo ou Wikipédia, vous pouvez aller sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, ou alors sur le site de l'Institut Pasteur, qui donne régulièrement des informations et sur l'actualité du coronavirus. Et ce sont des sites fiables avec des informations fiables. on a Brigitte et Jeff qui nous remercient, Nathalie qui nous remercie, Crocro qui nous remercie aussi, Elodie qui nous remercie. Il y a juste Maïwen qui dit que si on passe en confinement total, comment ça va se passer pour le quotidien de nos animaux? Entre parenthèses, enfin, point d'interrogation, zéro sortie et la propreté. Voilà, comment on va faire, quoi. En gros, pour Alors, ceux qui n'ont pas de jardin ou pas oui. d'extérieur. Alors effectivement, pour ceux qui n'ont pas d'extérieur, bah, ça va être un peu compliqué, mais malheureusement, si on doit en venir à un confinement total, c'est qu'il y a des jeux humaines en jeu, il y a des vies humaines pardon, en jeu. Donc ce serait très important de respecter. Et donc malheureusement, on va devoir mettre du papier journal, des serviettes pour que nos animaux fassent à cet endroit-là dans notre maison, à nettoyer régulièrement et du coup réapprendre la propreté. Alors ça concerne le chien surtout du coup, mais à réapprendre la propreté ensuite à nos chiens à l'extérieur une fois le confinement levé. C'est pas dramatique, c'est sûr que c'est embêtant, mais c'est pas dramatique et c'est vraiment dans le but de sauver des vies humaines. Donc c'est vrai que c'est important quand même, hein. Et du Donc coup, on pour remplacer a, les totales sorties, tous les jeux que j'ai proposés dans la conférence pourront remplacer très bien les sorties de dépenses. Ok, bon ben là, Dalia qui nous remercie, Sautour qui nous remercie pour l'initiative, donc qu'on va renouveler, hein. On va proposer d'autres webconférences comme ça, Sandrine qui nous remercie, Maïwen qui nous remercie, voilà, ben donc on va conclure. Pierre, tu, Oui, tu reprends la parole? tout à fait. Je voulais simplement dire en quelques mots, merci d'avoir été si nombreux à répondre présent à notre invitation. Merci beaucoup au vétérinaire Elodie Losserand pour cette présentation très claire et précise. Vu le nombre de questions que nous avons reçues, je pense que on la diffusera rapidement sur notre blog Illico Veto afin de suivre les prochaines conférences que Elodie va effectuer. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, s'inscrire à notre newsletter. Et moi, si j'ai qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous et de vos animaux et je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être présent, d'avoir été présent ce soir.
À bientôt. Au À revoir. bientôt.